sujet. Alors, comment intégrer des enseignements spécifiques tout en coopérant avec d'autres groupes? Alors, ce qui m'interpelle dans ce sujet, c'est comment, d'abord. Donc, si vous attendez des recettes de ma part, ne comptez pas sur moi, n'est-ce pas, au bon endroit. On va regarder la suite de la phrase. Des enseignements spécifiques, d'accord, oui, il y en a beaucoup dans le monde, tout en coopérant, donc il y a le mot coopération, et avec d'autres groupes. Donc il y a le mot autre, le mot groupe et le mot autre. Donc en fait, mon cerveau scientifique, quand il voit quelque chose comme ça, il regarde coopération. En fait, on est dans un monde de compétition. Donc la coopération, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est la base de la vie. Si les cellules de votre corps se battent entre elles, comment ça s'appelle? Tu as une idée, Pascal? Ça s'appelle une maladie. Ouais. Voilà. Et quand il y a coopération entre les cellules de votre corps, ça s'appelle la santé. Voilà. Et donc, au niveau de la planète, c'est un peu pareil. Les gens qui pensent qu'on est un petit peu comme se comporter comme des puces sur le dos d'un chien, en fait, ça veut dire que la planète, ce serait quelque chose de différent de nous. En fait, c'est pas une idée tellement viable. On s'aperçoit actuellement qu'on est au bout de ce système de pensée. Et donc, en fait, une autre vision, ça serait de se regarder comme des cellules d'un être vivant. Et donc, avec cette autre image, on peut en déduire qu'effectivement, coopérer, c'est la marque de la vie. Dans une forêt, par exemple, on est en train de s'apercevoir que les arbres coopèrent entre eux. Alors, bien sûr, il y a des marques de compétition, mais le pourcentage au niveau de la vie, le pourcentage de la compétition, il est peut-être de l'ordre de 10 ou 15%, et tout le reste, toute la vie est assise sur la coopération. Alors, le mot « autre groupe », ça veut dire qu'on se considère comme différent. Ça ne va pas dans le sens de la coopération, ça. Donc en fait, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut tout de suite voir ce qui est différent, mais on peut aussi regarder la part d'humanité qui est dans l'autre et la part de coopération qu'il est possible. Regarder la perle au lieu de regarder les défauts. Les défauts, c'est tout le monde en a, personne n'est parfait, on est encore des humains, on n'est pas encore des êtres parfaits. Et donc la meilleure façon d'établir l'harmonie, parce que ce qui est derrière cette phrase, pour moi en tout cas, c'est l'harmonie. Et l'harmonie de la vie, de permettre à chacun de se développer d'une façon harmonieuse. Et la meilleure façon d'amener cette harmonie et d'amener donc la paix, parce que c'est ça qui permet aussi d'exister. Donc c'est de ne pas considérer l'autre comme un autre. En fait, notre langue est piégée. Quand on regarde la distance qu'il y a entre les gens, c'est notre liberté, en même temps, de voir cette distance. Par rapport à la distance, on ne tire pas non plus toutes les leçons de découverte scientifique de notre époque. Beaucoup de scientifiques nous disent qu'au moment du Big Bang, toute la matière de l'univers tenait dans une tête d'épingle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cellules de l'univers, en fait, si on regarde au microscope électronique, la matière, c'est du vide. Et donc, on est un seul tissu qui est en train de se déplier. Il y a un seul tissu dans tout l'univers, toutes les galaxies, toutes les planètes, tous les soleils, c'est le même tissu qui est en train de se déplier. Et tous les êtres humains, on est des broderies sur ce même tissu. En fait, on est des cellules de quelque chose de vivant. Et donc, de mon point de vue, quel que soit l'enseignement que l'on ait suivi pour le développement de notre corps mental, en fait, c'est ça, un enseignement, c'est normalement pour nous apprendre à penser correctement.
c'est déjà un jugement, donc je ne devrais pas utiliser ce mot, à penser, tout simplement. Un peu comme une gymnastique. En fait, quand on fait la gymnastique, on apprend notre corps à fonctionner correctement. Quand on suit une méthode plus ou moins scientifique de développement personnel, on apprend à se comporter d'une certaine façon en harmonie avec nous-mêmes, au moins, à défaut d'être en harmonie avec l'extérieur. Et donc là-dessus, tiens, je vais rebondir aussi que, en fait, quelle que soit la façon de voir le monde, il y a toujours deux axes de développement. Il y a comment on se comporte avec nous-mêmes, notre harmonie intérieure, et comment on se comporte avec l'extérieur. Nous sommes le Dieu de nos cellules, chacun individuellement. Et donc l'harmonie intérieure, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui nous permet d'être en accord, de fonctionner correctement avec toutes les couches de l'être. Il faut d'abord être en harmonie avec soi pour ensuite devenir en harmonie avec les autres. C'est un point de vue, c'est un point de vue, c'est un axe de travail. On peut aussi voir l'axe inverse. Alors ça dépend des religions, des méthodes. Il y a des méthodes où on part d'un extrême pour aboutir à l'autre extrême, et des méthodes qui partent au contraire du global pour arriver à l'individuel. Ça c'est, en fait, je dis tout à l'heure qu'on est un seul tissu qui se déplie, mais il y a des couleurs différentes. Mais dans les enseignements d'Alice Bailey, qui ont été transmis par Alice Bailey, qui proviennent d'un maître de sagesse, en fait, dans ces enseignements, il y a les couleurs sont expliquées, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les rayons, qui sont scientifiquement des énergies différentes. L'énergie lumineuse, la lumière du soleil, si vous la faites passer au travers d'un prisme, vous aboutissez aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, il y a toutes les énergies. C'est pareil, on peut... l'énergie cosmique qui a présidé à la création de ce système solaire, elle est gouvernée par 7 couleurs, 7 principes qu'on appelle les 7 rayons. Et tout est marqué, tout est coloré en fonction de ces énergies. Et nous aussi, nous sommes colorés en fonction de ces énergies-là. Et ça veut dire aussi que notre cerveau, notre corps émotionnel, notre corps physique, notre âme, tout est coloré par un rayon. Et donc, en fait, en fonction de cette couleur, on va penser d'une façon ou d'une autre façon. Donc, quand quelqu'un a une façon de penser qui est différente de nous, c'est par les couleurs. Voilà, en fait, oui, la différence, c'est que cette personne, elle a peut-être tout simplement une couleur complètement différente de la nôtre au niveau du cerveau ou du corps mental. Et donc, la coopération est possible avec une couleur qui est proche. Il y a des couleurs qui coopèrent entre elles. Par exemple, de l'orange et du rouge vont pouvoir coopérer. Mais du rouge et du bleu, par exemple, ce sont des couleurs qui sont en opposition. Et donc là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc quand on rencontre quelqu'un qui pense complètement différent de nous, au lieu de se fermer et de se dire que la personne est dans l'erreur, en fait, peut-être si on l'écoutait. Donc le comment de tout à l'heure, c'est peut-être l'écoute. En fait, pour moi, l'écoute, c'est la base de la coopération. C'est-à-dire que laisser tomber nos conditionnements. Alors ça va loin, nos conditionnements, parce que ce sont les conditionnements sociaux, familiaux, religieux, etc. On est coloré en permanence. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, ça nous permet d'exister, ça nous permet de dire je, mais en même temps on ne doit pas s'identifier à ça. Le problème de la violence, il est lié à une identification à quelque chose. Et donc, si on ne s'identifie pas à ça, on peut s'apercevoir que l'être humain, la source de l'être humain, elle est au-delà. Alors, quand on s'accroche à des principes, c'est ça en fait. Oui. Sur des principes, on a des idées reçues. On a des idées reçues. Donc on reste à cheval sur ces idées-là et on n'a pas trop envie de faire un effort. Faire l'effort d'écouter l'autre. Voilà, oui. Alors, la base derrière ça, pour moi, il y a une forme de peur. C'est-à-dire que, en fait, quand on n'est pas capable d'écouter, c'est parce qu'on a peur. Alors, si on a suffisamment travaillé sur nous-mêmes
pour asseoir nos propres principes de vie. On n'a pas peur de l'autre parce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes. Mais si on a une profonde disharmonie intérieure, et qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, tout ce qui arrive de l'extérieur qui est différent va nous faire mettre le doigt sur notre violence intérieure, en fait. Alors la première personne que j'ai rencontrée au cours de ma vie qui a parlé de ça, c'est René Girard, qui est un philosophe qui n'est pas tellement connu en France, mais voilà, qui est français pourtant, dans un livre qui s'appelle La violence et le sacré. Mais bon, les meilleurs livres pour travailler là-dessus, c'est quand même la psychologie ésotérique d'Alice Bellet. Après, toutes les religions avaient pour objectif... Oh là là, excusez-moi. Je pensais que ça passait pas, j'ai pas coupé le téléphone. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des religions, c'est ça. Oui. Et j'allais passer la parole bientôt là-dessus, sur ce sujet. Tu parlais d'Alice Bellet. Je parlais d'Alice Bellet, oui. Alors en fait, toutes les religions avaient pour objectif de soigner, de nous permettre de mettre le doigt sur notre immortalité. Et, bon, moi, ce que je constate, c'est qu'elles ont plus ou moins toutes échoué. C'est très très bien expliqué. Bon, parmi toutes les choses, Marion a dit que j'étudiais les informations ésotériques depuis, les enseignements ésotériques depuis longtemps. En fait, j'ai ratissé très très large parce que bon, j'ai lu aussi Mabel Collins et les enseignements d'Elena Rorich, Alice Bellet, etc. Tu peux reciter l'auteur français dont tu parlais à l'instant René Girard, c'est un philosophe, il ne fait pas partie des enseignements ésotériques, il fait partie des philosophes. Alors bon voilà, c'est encore un compartiment, c'est encore un groupe. Alors je pense qu'un jour, parce que l'objectif c'est toujours de trouver l'harmonie, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Hein. Et les différences de méthode, c'est nos différences de couleur intérieure en fait. De quoi est-ce qu'on a besoin, sans juger les autres. C'est ça, notre richesse en fait, c'est la diversité de chacun. C'est la diversité de chacun. Il y a forcément un tronc commun, il y a forcément, dans tous les enseignements que l'on reçoit, ce que tu disais à l'instant, oui. Il y a forcément un fond qui est vrai. C'est apprendre à vivre avec les uns avec les autres en paix. Oui, oui. Et donc, un jour ou l'autre, on finira par tous d'accord. Oui, oui. Alors après, pas tout de suite, parce qu'on n'a pas encore fini d'explorer. En fait, ça, c'est pour voir ça comme une exploration de l'univers. Oui. Et que chacun a quelque chose de complémentaire à apporter à soi-même et aux autres. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'école pour arriver à surmonter, ces idées reçues, ces conditionnements. Il n'y a pas véritablement d'endroit où on peut aller comprendre déjà ce que sont ces conditionnements, ces idées reçues. L'objectif de l'éducation, ça devrait être justement d'ouvrir l'esprit. Alors après, pour l'instant, c'est encore, on est né au balbutiement, mais c'est un début. Ouais. C'est un début. Pour l'instant, il faut qu'on aille de son propre chef se renseigner sur la violence que tu as citée, pour un peu plus comprendre le mécanisme. Oui. Et l'objectif de l'éducation ne devrait pas être de nous remplir la tête avec des informations, mais de nous apprendre à penser. Et je pense que le meilleur outil pour nous apprendre à penser, c'est Google. Même si derrière il y a une société dont je ne cautionne pas les pratiques commerciales, eh bien, en fait, tous les moteurs de recherche, en fait, un moteur de recherche, il va nous répondre à la question qu'on a posée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne déjà à poser la bonne question. Pour avoir une réponse cohérente, il faut avoir posé la bonne question. Pour avoir une réponse qui corresponde à ce qu'on attend, trouver la question assez claire. Il faut avoir posé la bonne question. Et ça, c'est un apprentissage extraordinaire parce que jusqu'à maintenant, pour moi, les groupes qui ne s'entendent pas, c'est effectivement quand il y a des difficultés à exprimer, à sentir ce que l'on est et à sentir à conceptualiser correctement ce qui nous caractérise. Quand le concept est clair, alors à ce moment-là, on peut écouter. Si on n'a pas conceptualisé correctement, si on est resté dans le flou et qu'on cherchait simplement un gros, en fait, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui nous dise comment penser.
Dans les enseignements d'Elena Rorich, que j'ai beaucoup lu aussi, il y a une petite phrase où le maître dit personne n'a le droit de vous dire que penser. Ça, c'est le genre de phrase, je médite là-dessus depuis 30 ans. Et donc, c'est extrêmement... il y a des clés comme ça. Quand on lit un truc et on sait que c'est une clé de compréhension qui vous accompagne pour toute la vie. Et ça, c'est une phrase importante. Personne n'a le droit de vous dire que penser. Ça veut dire que vous devez apprendre. Il y a dans les enseignements hindouistes les hommes sont appelés les fils du mental. Et donc en fait, l'objectif du règne humain, c'est un des règnes de l'évolution, un des règnes de la création. Donc on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est seulement un des règnes. On n'est pas des êtres parfaits, on n'est pas terminé, on est en évolution. Il y a des règnes plus intelligents que les règnes humains. Et l'objectif du règne humain, c'est de maîtriser le corps mental. Donc d'apprendre à penser correctement. Et ça, dans les enseignements d'Alice Bailey, il y a 1 mètre de large de livre sur comment apprendre à penser correctement, en fait. Donc penser correctement, ça commence déjà par faire tomber tous ces filtres, tous ces conditionnements, etc. Est-ce que c'est uniquement ça qu'il faut faire ensuite le détachement des conditionnements. Oui, c'est important d'être à l'écoute des autres, mais ça peut être aussi important de ne pas laisser tomber tous ces filtres, juste de savoir que ce sont des filtres, et d'apprendre à les utiliser correctement. Oui. Parce que fonctionner sans filtre, c'est pas trop possible non plus. Déjà, se rendre compte qu'on a tous ces conditionnements, toutes ces barrières pour aller vers l'autre, déjà, c'est déjà une belle chose d'arriver à prendre de la hauteur sur soi-même, et à comprendre les mécanismes, à comprendre qu'on est bridé par l'éducation, par les dogmes, par les groupes auxquels on adhère. Et les mauvais côtés d'adhérer à un groupe, c'est qu'au début on est tout joyeux, donc on accepte les idées du groupe, mais dès qu'il y a des décisions qui sont prises, qui ne nous plaisent pas, on est quand même engagé dans le groupe. Il nous faut malgré tout suivre. On ne peut pas exprimer sa diversité à l'heure actuelle, même si on est inscrit dans un groupe. C'est ça. Avant de te passer la parole, je voudrais juste vous essayer de vous faire passer une image qui vient de mon cerveau scientifique, en fait. Quand vous tirez un élastique, quand il y a beaucoup d'écart entre les deux côtés de l'élastique que vous êtes en train de tirer, il y a une force qui s'exerce, d'accord? Et en fait, la création de toute la matière, de tout l'univers, elle suit ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a création, au moment du Big Bang, il y a un souffle, on l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, on l'appelle le créateur, l'architecte, ça n'a aucune importance, a explosé, il y a quelque chose qui a explosé. Oh, voilà, oui. Et donc, ce quelque chose a explosé par création de matière et d'antimatière. Donc, il y a une force qui est ce que les scientifiques appellent l'expansion de l'univers, en fait. Alors cette force, elle nous permet d'avoir de l'espace entre nous pour pouvoir exister. Donc cet espace, effectivement, il nous permet d'exister, il nous permet de respirer, mais en même temps, ça veut dire qu'entre les composants de l'univers, c'est comme un élastique qui est en train de se tirer. Et si à l'intérieur de nous, la violence de l'être humain, elle vient du fait qu'à l'intérieur de nous, il y a des oppositions très très fortes entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Et plus la distance entre ces deux notions et plus il y a un écart important entre ces deux notions, c'est-à-dire une disharmonie à l'intérieur de nous, et plus l'élastique est tiré, et plus ça génère de la violence quand il y a un choc avec quelque chose qui n'est pas nous. Je te laisse continuer. Oui, d'accord. Oui, moi je voulais vous parler aussi de l'approche que l'on a, l'approche spirituelle que l'on a des choses. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est en fonction de notre vécu, de l'éducation qu'on a reçue, du contexte dans lequel on a évolué. Donc en fait on a tous reçu des enseignements plus ou moins spirituels, et donc ces enseignements sont diffusés par des grands êtres de très haute stature. Donc il y a eu Jésus, Mahomet, il y a eu le
Christ, il y a eu Confucius. Donc ça, ce sont des gens en leur temps qui ont eu un grand impact en termes au niveau des enseignements qu'ils ont diffusés. Donc là, encore maintenant, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés pour diffuser ces enseignements. Donc l'intérêt maintenant, c'est que on a tous notre sensibilité, on est attiré par tel ou tel enseignement selon comment on a grandi. Et l'intérêt maintenant, c'est qu'on arrive à coopérer avec toute cette diversité. Il faut savoir que la source de tous ces enseignements est la même. Pardon. L'origine de tous ces enseignements, en fait, c'est une sagesse qui est très ancienne, qui date de très très longtemps. On peut comprendre que le point commun à tous ces enseignements, c'est arriver à vivre ensemble et, comme on disait tout à l'heure, vivre en paix, quoi. Donc c'est le but de cette nouvelle ère là qui arrive, l'ère du Verseau. Il va nous falloir véritablement, avec toutes nos sensibilités différentes, toute notre diversité, passer outre ce que tu disais tout à l'heure, tous ces conditionnements, toutes ces connaissances spirituelles dont on a pris connaissance. Il faut comprendre que c'est la même, l'origine est la même. Elles sont en grande partie diffusées par des maîtres de sagesse. Et donc, il va falloir favoriser le fait de travailler ensemble. Donc, il s'agit simplement en fait, on coopère déjà, on quitte une ère vers des poissons, où on est dans la compétition, qui a son zénith. L'individualisme, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et à son top. C'est du chacun pour soi, pour le moindre acte, la moindre chose. On pense tout de suite à se protéger soi des autres, avant de penser aux autres. C'est la pratique en or à l'heure actuelle. Il va falloir qu'on change ça. Et comment changer ça? C'est d'aller vers les autres. Il faut absolument... On a déjà cette capacité à coopérer. Hein. Il y a des villes qui ont été créées. Par exemple, si on prend l'exemple d'une maison, il a bien fallu des artisans de divers corps de métier pour la construire. Ça, c'est de la coopération, c'est une forme de coopération. Hélas, c'est fait aussi dans le contexte de la compétition, mais l'être humain a la capacité de coopérer, on le voit. Il y a des belles œuvres qui sont faites, il y a des belles constructions qui sont faites, des belles réalisations. C'est fait dans l'esprit de coopération. Simplement, on n'y est pas encore. Donc, vous avez cependant, ces dernières années, des groupes qui commencent à se constituer. Je pense notamment aux indignés qui ont commencé à mettre en place le schéma le principe du partage. Et on voit également des gens de leur propre chef, donc qui fonctionnent à l'horizontale, spontanément, qui commencent à prendre des initiatives locales, individuelles, sans attendre une décision d'un chef ou d'un chef politique ou autre. Ils disent, tiens, moi j'ai envie qu'on nettoie les bords de mer, j'ai envie qu'on fasse ça. Et les gens se concertent, commencent à se concerter pour commencer à changer le schéma de fonctionnement de la société. Donc, dans l'ère du Verseau, on va vraiment continuer, parce qu'on commence véritablement à fonctionner comme ça. Le chemin est encore long, mais on commence véritablement à expérimenter cette pratique. Vous avez des entreprises solidaires, vous avez je suis sûr que vous avez tous des exemples. Il y a les jardins partagés qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Donc on commence véritablement à aller dans cette direction. Même s'il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Et pour l'instant, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau de la coopération. C'est que, en fait, la différence pour moi entre l'ère du Verseau et l'ère des Poissons, je la vois sur la façon de fonctionner au niveau du groupe. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure,
le travail de groupe, il existe depuis longtemps. Pour construire une maison, effectivement, il faut des corps de métier différents. Simplement, la différence qui va se faire, c'est que c'est l'image. Jusqu'à maintenant, dans l'ère des poissons, pour construire une maison, il y a un architecte, il y a un plan. Et donc, les corps des métiers sont simplement des exécutants du plan. Alors que pour l'ère à venir, il n'y a pas de plan. Chacun doit exprimer sa créativité. Donc, il y a quand même un plan, mais sur un autre niveau, beaucoup plus élevé, il y a une idée. Et la coopération, elle va se faire chacun avec sa créativité. Jusqu'à maintenant, le seul créateur, c'était l'architecte. Il y aura plus de spontanéité. Oui, voilà, oui. Jusqu'à maintenant, le seul créateur dans un groupe, il n'y en avait qu'un, en fait. Alors que dans l'ère du Verseau, la différence, c'est que chacun va devoir devenir créateur. Et donc les œuvres collectives, donc le début, les prémices de ça, je le vois bien en informatique, justement, un système informatique, c'est jamais le fait d'un seul homme, c'est toujours une coopération. Et donc chacun est invité à amener sa créativité dans le système. Et en fait, être créateur, c'est pas être artiste, l'artiste du futur, c'est pas une caste à part. Actuellement, les artistes, les gens revendiquent, je suis artiste ou je suis pas. En fait, c'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui exprime sa créativité. Et donc chacun va être invité à le faire dans le quotidien et dans son métier. Parce qu'un agriculteur ou quelqu'un qui nettoie la rue tous les jours, eh ben, il va falloir exprimer sa créativité dans tous les métiers, parce que tous les corps de métiers sont importants pour la vie en groupe. La propreté, c'est extrêmement important. Et donc, il n'y a aucune dévalorisation à avoir sur certains corps de métiers comme on l'a actuellement. Actuellement, on crée des castes entre les différents corps de métiers. Et ça, c'est fini. C'est une idée qui n'est pas portée par l'ère qui vient. Donc l'ère qui vient, c'est chacun exprime sa créativité à son niveau. Et c'est vrai que la coopération va permettre de développer la créativité de chacun, parce que c'est vrai que la compétition empêche. Déjà, la compétition, ça fait de l'injustice, beaucoup d'injustice au niveau des besoins primaires. Tout le monde ne mange pas à sa faim, ce sont les résultats de la compétition. Si on était dans la coopération, on n'en parlerait même pas de ça. Et donc, le besoin de courir après la nourriture pour vivre, la créativité, elle est zéro. Donc c'est vrai que la coopération va donner de la puissance à la créativité. Alors, effectivement, résoudre peut-être beaucoup plus, résoudre peut-être tout, parce que des gens créatifs, on est tous de toute façon créatifs, mais si on s'y met tous dans la coopération, les problèmes à résoudre, je pense que ça sera une mince affaire, parce qu'il y a la planète à sauver après, il y a d'autres choses après, mais ce sera vraiment assez faisable. Mais effectivement, pour que l'humanité puisse vivre en paix, il faut que tous les besoins primaires soient satisfaits pour tout le monde. Et juste une petite anecdote, c'est que, enfin c'est pas anecdotique, mais c'est très peu dit dans les médias, c'est que la Terre produit suffisamment pour nourrir tout le monde. Donc s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est uniquement lié à une mauvaise répartition et au fait que certains spéculent sur la nourriture. Donc c'est lié à notre système économique. C'est absolument pas lié à la production de nourriture qui est suffisante pour nourrir tout le monde et qui pourrit dans les entrepôts du fait de la spéculation, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc ça, c'est une idée très malthusienne. En fait, on est tous tributaires d'un économiste qui s'appelait Malthus et qui a expliqué que c'était naturel qu'il y en ait qui manquent pour que les autres puissent avoir. Pour qu'une partie puisse vivre, c'était naturel qu'il y en ait qui manquent. Mais dans les cellules de votre corps, s'il y en a une partie qui manque, qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait un bras qui se gangrène, une gangrène, c'est ça, hein. Il y a une partie du corps qui manque. Ben oui, mais c'est pas la vie, c'est pas naturel. Donc en fait, la planète, elle est, on peut nourrir même plus d'êtres humains encore qu'il y en a actuellement. Alors après, effectivement, peut-être qu'il va falloir quand même penser à se réguler aussi, mais on n'est pas encore au maximum, on a encore
de quoi nourrir tout le monde. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 10-12 milliards d'individus, on est à 7,5. Donc on a encore de la marge. Donc c'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde, parce que notre système économique, on le cautionne aussi par nos actions, par la façon dont on achète, voilà. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de voir où est notre pouvoir. Voilà, c'est ça. Et le plus grand pouvoir, c'est nous qui l'avons, parce que c'est l'argent qu'on dépense, comment on dépense notre argent.